La conférence tournait essentiellement, comme il vient de vous l'être dit, comme vous l'avez sans doute vu dans un des pliants où elle était annoncée, Beethoven, chantre de la nature. Plus précisément, il s'agissait d'un exposé sur la 6e symphonie. Vous savez que Beethoven a écrit 9 symphonies. Il s'agit de la 6e. Pendant Tichy, je peux commencer à dire quelques mots sur cette 6e, mais je vais ensuite retourner bien en arrière dans mon propos. La 6e symphonie est pratiquement la seule symphonie. Les œuvres de Beethoven sont très rares à porter des titres. Certaines portent des titres, mais souvent ces titres ont été donnés par d'autres que lui. Lui a donné donc très peu de titres. Cette symphonie, elle porte un titre. Il s'agit de symphonie pastorale. Non seulement elle porte un titre, mais elle porte des titres assez développés pour chacun des mouvements. Donc ça, c'est je dirais c'est presque une bizarrerie chez lui. C'était, si j'ose dire, pas le genre. Dans les œuvres qui portent des titres, ces œuvres les plus connues, on les dénomme justement comme ça. Par exemple, dans les sonates pour piano, comme vous le savez, la fameuse et illustrissime sonate Clair de Lune. Voilà un exemple d'une œuvre qui porte un titre dont le titre n'est pas de lui, il ne l'a jamais nommé ainsi. C'était un poète de l'époque, un certain Rellstab, qui avait nommé ça Mondschein Sonate, sonate Clair de Lune, parce qu'effectivement, elle a un caractère on peut dire, avant la lettre, de nocturne. Bon, il y a d'autres œuvres, je vais pas les énumérer, j'en dis quelques-unes comme ça. De toute façon, si j'ose dire, j'ai le temps de parler puisque nous sommes privés de musique. Donc, il y a certains aspects que je n'aurais peut-être pas développés, justement, je vais peut-être les développer. Cette petite conférence va avoir peut-être un aspect un petit peu aride du fait de l'absence de musique. Parler de musique sans musique, bon, je vais essayer de m'y coltiner. Je continue sur cette petite énumération d'œuvres portant des titres. Par exemple, dans les sonates pour piano, il a écrit 42 sonates pour piano, sonates pathétiques aussi. Ça, je pense pas que ce soit lui non plus. Bon, etc., etc. Quelques autres œuvres, mais elles sont extrêmement minoritaires. Elles se comptent sur les doigts d'une main. L'écrasante majorité de l'œuvre de Beethoven ne porte pas de titre. J'insiste sur cet aspect parce qu'il ne faudrait pas, justement, je m'en méfie toujours, tirer la symphonie pastorale du fait de son titre, la tirer et la mettre dans la caser dans une interprétation qui serait, entre guillemets, pittoresque. Il y a une petite forme de pittoresque dans la symphonie pastorale, certes, mais ça n'est vraiment pas sa vocation. Elle est tout sauf pittoresque. Il y a des petits aspects, c'est vrai. Il y a un orage, par exemple. Il y a des chants d'oiseaux qui durent, j'ai pas compté les mesures, mais ça doit durer 3 mesures sur une symphonie immense. Donc le pittoresque est un élément vraiment très secondaire. Si j'ose dire, entre guillemets, elle vaut mieux que ça. Voilà, donc je vais maintenant, après avoir exposé un petit peu mon désarroi de me retrouver sans musique, je le regrette d'autant plus que j'avais apporté aussi des extraits musicaux qui m'intéressent énormément. Alors c'est un peu frustrant de le dire puisque vous n'allez pas les entendre, mais j'avais apporté des extraits musicaux vraiment très beaux puisque sur Internet on a accès à des milliers de musiques et j'ai trouvé des perles, quelques perles de musique française et que j'aurais voulu vraiment vous faire écouter. C'était avec grand plaisir. Moi-même j'aurais eu plaisir à les réécouter et voilà. Ça sera pas le cas. Alors ici, je fais une première petite présentation. Voilà le plan qui est derrière moi, qui s'affiche derrière moi. Je vais développer un petit peu maintenant la place de Beethoven dans l'histoire de la musique. J'ai presque envie de dire dans l'histoire générale, parce que ça a été si je veux dire, c'est un terme un peu galvaudé, ça a été un très grand homme, ça a été un immense musicien, évidemment. Ça a été un très grand homme aussi, c'est-à-dire que la musique s'inscrit chez lui dans une pensée générale. On peut parler, ça j'y tiens, c'est aussi un aspect, j'en profite pour le développer en quelques mots, on peut parler de pensée, on parle bien de la pensée d'un philosophe, de la pensée de Hegel, de la pensée, etc., de Platon, que sais-je. En ce qui concerne quelqu'un comme Beethoven, on peut parler de sa pensée au même titre. Sa musique, finalement, la musique, ça j'y tiens beaucoup. La musique chez Beethoven, mais comme chez d'autres très grands musiciens de l'histoire européenne, je pense par exemple évidemment Jean-Sébastien Bach, qui l'a précédé de 70 ans, peu importe. On
peut parler de la pensée de Jean-Sébastien Bach. Et en fait, sa musique, la musique de Jean-Sébastien Bach, mais comme celle de Beethoven, la musique sont des vecteurs de la pensée. C'est-à-dire qu'on peut exprimer sa pensée et son émotion, les deux aspects, l'aspect conceptuel, pensée proprement dite, et l'aspect émotion qui de toute façon sont intimement liés. Ces deux aspects passent par le vecteur de la musique. Jean-Sébastien Bach est essentiellement un très grand penseur de l'histoire. Et sa pensée passe par sa musique. Voilà, ça c'est un aspect auquel je tenais beaucoup. Donc Beethoven, ce grand compositeur certes, mais ce grand homme de la culture européenne, je le resitue dans l'histoire. Alors je fais, puisqu'encore une fois, j'ai un peu le temps du fait de l'absence de la musique, qui aurait pris un peu de temps quand même, pas énormément, mais un peu, j'ai un petit peu de temps pour développer certains aspects. Je vais, si j'ose dire, je vais viser large. C'est-à-dire que je vais évoquer l'histoire de la musique européenne dans ses très grandes phases, pour ensuite recentrer sur Beethoven et donc évoquer sa situation dans cette histoire musicale. Eh bien, la musique européenne a connu, comment dire, la musique européenne déjà, ça n'enlève rien aux autres musiques, je le précise tout de suite, qu'il n'y ait aucune ambiguïté dans mon propos. Moi-même, j'ai toujours eu un intérêt extrêmement vif, qui ne s'est jamais démenti, et que je cultive toujours pour les musiques du monde, que ce soit pour la musique du monde arabe, que ce soit pour la musique de l'immense musique de l'Inde, qui est une musique d'ailleurs, entre parenthèses, je le dis, qui est une musique d'une très 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 grande complexité. Hein, donc loin de moi l'idée de placer forcément l'Europe, mais elle a quand même un caractère à part. Toutes les musiques du monde, j'ai bien dit toutes les musiques du monde, d'ailleurs dans l'espace, c'est-à-dire toutes les cultures situées géographiquement, il y a de la place, si j'ose dire, qu'on considère l'Extrême-Orient, la Chine, le Japon, qu'on considère l'Inde, pour se rapprocher un peu de nous, ce qu'on appelle plutôt musique orientale. J'emploie souvent le terme de musique orientale dans un sens très large. Musique orientale, quand on parle de musique orientale, on parle beaucoup, on fait allusion beaucoup au monde arabe essentiellement, et puis après un monde plus élargi, mais quand je parle de musique orientale, je parle par exemple du monde arabe. Encore une fois, je dis arabe, c'est très large. Ça peut dire aussi la Perse, enfin l'Iran, qui n'est pas du tout arabe, comme vous le savez, la Turquie qui n'a rien d'arabe, sauf qu'il y a le ciment de la religion musulmane, évidemment, qui a été déterminant dans ces cultures. Voilà, l'Orient, c'est ça, il y a l'Extrême-Orient, et puis il y a des musiques de l'Afrique. Enfin, le monde musical est immense, il est extrêmement divers, et j'ajoute, il est divers aussi dans le temps. C'est-à-dire que il se développe non seulement dans les différentes cultures situées géographiquement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Ce que je veux dire, c'est que si je prenais, ce qui est impossible, c'est que si je considérais l'ensemble des cultures du monde, j'ai affaire à un tableau gigantesque, encore une fois dans l'espace et dans le temps, et si je considère la musique européenne, eh bien, je vois finalement un petit point dans cet ensemble. C'est un petit point, c'est-à-dire, je vais faire allusion pour resituer Beethoven, 3 siècles de musique, c'est-à-dire les 17e, attention, la musique européenne a existé bien avant, mais là je focalise sur la période où Beethoven existe, ce sont 3 siècles, 3 siècles qui sont le 17e siècle, le 18e et le 19e siècle. Ces 3 siècles peuvent s'appeler, personnellement, excusez-moi, c'est la contrariété de ne pas avoir de musique, ces 3 siècles, je les appelle, enfin ça n'est pas moi, oh là là, pardon, excusez-moi. Il fait sec. Moi qui ne touche jamais, je vais me mettre à tousser aujourd'hui. Ces 3 siècles, on peut les qualifier des siècles de musique tonale. Tonale. Ce terme est extrêmement important parce que le grand maître de la musique tonale, dans l'essence de ce qu'est la musique tonale, je vais essayer de le définir, c'est pas facile sans piano, comme ça, avec des termes qui ne seraient pas techniques, mais je vais essayer de le faire. Le grand maître de la musique tonale, le grand maître des maîtres de la musique tonale, c'est bien lui, c'est bien Beethoven. Alors, cette période de musique tonale a été précédée, j'ai aussi, puisque j'ai un peu le temps, je le développe un petit peu, c'est d'ailleurs très intéressant, même de manière extrêmement succincte, je pense que c'est très intéressant. On a eu, dans des temps fort lointains en Europe, c'est-à-dire les 10e siècle, 9e siècle, 10e siècle, 11e siècle, 12e, 13e
Justement, le XIIIe, il va se passer quelque chose de tout à fait nouveau en Europe. Mais avant le XIIIe siècle, la musique était, elle aussi, je ne l'ai pas dit donc je le dis, c'était une musique qu'on appelait modale et non tonale, justement. Merci. Je ne sais pas comment ça marche, ça. Non mais merci, c'est gentil, je vais en avoir besoin. Ah voilà, tout simplement. Ah, oui. Oui, je veux boire un petit coup, ça va faire passer, excusez-moi, je suis vulgaire. Merci beaucoup. Alors j'essaie de reprendre le fil et de ne pas m'y perdre. J'ai parlé de ces 3 siècles de musique européenne, 17e, 18e, 19e siècle, la période qui nous concerne, ou Beethoven, qui d'ailleurs est à peu près au milieu, hein, fin 18e, ce qu'on appelle la musique tonale. Les musiques du monde, reprenons ce à quoi je faisais allusion en parlant des musiques du monde, on peut les qualifier de musique modale. Je ne vais pas lancer dans un détail de définition de ce qu'est la musique modale, mais toujours est-il que la caractéristique de cette musique, malgré l'immense diversité, et c'était donc la musique de l'Europe aussi, au Xe, XIe, XIIe siècle, et bien avant, bien sûr, c'est que c'est une musique où le chant domine, où il n'y a pas d'accompagnement. Attention, vous allez me dire, mais si, je vais écouter telle ou telle musique, il y a de l'accompagnement, oui, mais il n'y a pas d'accompagnement harmonique. Prenons l'exemple de la musique de l'Inde. Je crois que c'est très très intéressant. Il faut s'imaginer la musique chantée au XIIe siècle en Europe. Certes, c'est deux choses très différentes, mais elles ont quelque chose en commun. C'est que c'est la mélodie seule qui s'exprime. Vous écoutez une improvisation au sitar hindou, par exemple. Qu'est-ce que vous entendez? Vous entendez une immense mélodie qui se déroule pendant des fois 10 minutes, des fois 20 minutes et des fois plus. C'est une immense mélodie. Et cette mélodie, justement, elle est très riche puisqu'elle est seule. Il n'y a que la mélodie. Donc elle peut développer des mélismes extrêmement raffinés puisqu'il n'y a rien d'autre qui l'accompagne. Alors, bien sûr, en Inde, par exemple, il va y avoir la percussion qui l'accompagne. Mais la percussion, ce ne sont pas des sons nouveaux, des sons chantables. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La mélodie est donc seule. Cette musique modale, on l'appelle aussi une musique monodique. Alors maintenant, pour revenir en Occident et en Europe, au XIIe siècle, par exemple, cette musique modale, c'était quoi, par exemple? On en a un exemple que tout le monde connaît plus ou moins, c'est le chant grégorien. Quand on écoute du chant grégorien, on entend quoi? On entend une mélodie seule. Alors on peut être 60 à la chanter, on est bien d'accord, hein, puisque le chant grégorien, bien sûr, était chanté dans les offices religieux de l'Église, dans les monastères, à longueur de journée d'ailleurs. Et il y avait très souvent, un chantre principal qui pouvait chanter seul la mélodie grégorienne, mais il pouvait y avoir une assemblée de 60 personnes qui la chantent avec lui. Mais tout le monde chante la même chose. Donc il y a bien une mélodie unique. Voilà. Ça, c'est la caractéristique de la musique modale et qu'on appelle aussi musique monodique, signifiant donc à une seule voix. Et puis il est arrivé quelque chose de très inattendu vraiment au XIIIe siècle, et précisément dans un endroit aussi peut-être un peu inattendu, parce qu'il n'avait pas tant de prestige tout à fait, s'il en avait quand même, je dirais pourquoi après, qui était l'école Notre-Dame, c'est-à-dire Notre-Dame de Paris. À l'époque, au XIIIe siècle, Notre-Dame de Paris n'était pas construite. Il ne faut pas s'imaginer Notre-Dame en imaginant la cathédrale Notre-Dame. La cathédrale Notre-Dame a été construite, je crois que les dernières pierres ont été posées au début du XIVe siècle, 1300 et les poussières. Je n'étais pas là, je ne sais pas exactement, mais enfin c'est à peu près cette époque-là. En tout cas, en plein XIIIe siècle, il y avait une église Notre-Dame. Cette église Notre-Dame qui avait fonction cathédrale, qu'est-ce qui s'y passait? Bien sûr, il s'y passait beaucoup de choses. Il s'y passait bien sûr tous les offices, bien sûr. Mais il y avait les chantres. Les chantres, c'était eux qui étaient chargés de réciter les textes. Alors, à l'époque, jusqu'à une période très récente, on ne récite jamais un texte sacré comme je parle en ce moment. C'est impossible. C'est inimaginable. On le psalmodiait. Le psalmodier, ça veut dire le chanter sur une seule note. On appelait en latin recto tono.
recto-tonaux, c'est-à-dire d'un ton droit, c'est-à-dire que la ligne mélodique, au lieu d'avoir des mélismes, des courbes, des montées, des descentes, c'était ta, pa, ta, pa, ta, etc. Ça, c'était la récitation recto-tonaux, c'était la charge, donc, des chantres, et évidemment, il chantait aussi tout l'immense corpus grégorien, qui, lui, était du vrai chant, évidemment. Et puis, à cette époque, au XIIIe siècle, il y a eu 2 chantres dont le nom est resté, parce que tous ces gens sont anonymes, il ne reste pas de nom, on n'a pas les noms de tous ces gens, mais il y en a 2 parce que justement ils ont marqué l'histoire. Il y en a 2 qui s'appellent Léonin et Pérotin, qui ont conçu une chose qui à l'époque paraissait extrêmement artificielle, et qui aux yeux de certains, ce que je comprends d'ailleurs, hein, je le comprends parfaitement, certains ont même été jusqu'à dire que c'était une invention diabolique. C'est-à-dire, mais le terme diabolique est tout à fait adapté, j'en dirai quelques mots après. Ces chantres, Léonin et Pérotin, ont initié, pour parler un langage très moderne, une pratique qui consiste à non pas chanter la ligne mélodique que tout le monde chantait, mais une autre en même temps. 2 en même temps. Et certains ont trouvé ça diabolique, mais le terme diabolique est très adapté, parce que dans diabolique, il y a bien dia comme dans dialogue, et comme l'on sait, l'origine du mot diable, le diable, il y a aussi le mot dia dans diable, et le diable, étymologiquement, même dans une culture non chrétienne, c'était celui qui divise. Le diable, c'est celui qui divise l'âme en 2, hein. L'âme est unie, on voit ça chez un philosophe comme Plotin, par exemple, qui parle de l'un. Le diable, c'est celui qui coupe l'un en 2. Et chanter le grégorien, c'était chanter tous la même mélodie. Maintenant que pendant qu'un chante, un autre chante autre chose, ça paraissait très très farfelu. Mais ça a quand même entraîné une adhésion à l'époque et une vraie pratique de chant diphonique, non plus monodique, mais diphonique, à 2 voix. Et à partir de là, je vais vite, parce que je vais pas parler de Moyen-Âge pendant tout le temps, puisque nous allons parler des taux, mais puisque j'ai un petit peu de temps, j'en profite. À partir de là, est née la musique, non pas simplement diphonique, mais polyphonique. Parce que très vite, on n'a pas chanté non seulement 2 lignes mélodiques, mais 3 puis 4. Et très vite, on est arrivé au XIVe siècle, c'est-à-dire en très peu de temps, à des musiques extrêmement complexes. Et il y a eu toute une école qui a développé cette école Notre-Dame, qui a consisté à écrire des traités, les fameux traités en latin, qui sont des choses assez austères d'ailleurs, où on explique comment on doit écrire ces musiques. Il a tout de suite apparu des règles de composition. On a tout de suite fait la différence entre les dissonances et les consonances. J'aurais eu un piano, je leur ai montré, quand on chante do et mi, une tierce, c'est, si j'ose dire, de manière, ça sonne très juste, et si je joue do ré bémol, ça sonne très faux. Donc, on a fait la différence entre les consonances et les dissonances, et on a donc petit à petit édifié tout un ensemble de règles de l'écriture polyphonique. Voilà, terminé pour ce XIIIe siècle. Ensuite, évolution vers plus de complexité, et on arrive. Je ne suis pas encore arrivé tout à fait à la période dite tonale, mais il y a 2 siècles dans l'histoire de la musique, et je regrette, franchement, parce que j'avais prévu une musique qui était très brève, c'était 1 minute 30, du début du XVIe siècle. Tant pis, c'est pas grave. Je vous dirai laquelle c'est, je conseille de l'écouter sur Internet, ça se trouve avec une très grande facilité. Donc je conseille vraiment de l'écouter. Enfin, toujours est-il, je reviens à mon propos, c'est que les 15e et 16e siècles ont été l'apogée d'un art extraordinaire qu'on appelle la polyphonie. Je demande de retenir ce terme, qu'on appelle la polyphonie, donc il s'agit bien de polyphonie, la polyphonie franco-flamande. Pourquoi franco-flamande? Parce que cet art s'est développé essentiellement en France, enfin en France. La France n'avait pas tout à fait le même aspect qu'elle avait aujourd'hui, mais grosso modo, la France du Nord et la Flandre. Les compositeurs flamands ont été de très grands compositeurs à l'époque. On peut citer parmi eux, par exemple, Ockeghem. Par exemple, je conseille d'écouter la messe de Requiem d'Ockeghem, qui est une merveille, vraiment. Ou un très grand compositeur comme Josquin des Prés, du XVIe siècle. Ou chez les Latins, par exemple, puisque les Latins n'étaient pas exclus évidemment de tout ça, la polyphonie de Palestrina, qui est aussi une musique absolument merveilleuse, d'un équilibre, d'une harmonie, d'une profondeur
incommensurable. Donc j'admire vraiment particulièrement cette période et j'invite tout un chacun à s'y intéresser un peu. Parce que l'intérêt qu'on a, et c'est pas moi qui vais le contredire, l'intérêt qu'on a pour la musique dite classique, quand on appelle musique classique, la musique qui est écoutée en général par les mélomanes, les gens qui aiment la musique, on exclut un peu ces périodes qui semblent peut-être un peu barbares et anciennes. Eh bien non, la musique de Josquin-des-Prés, la musique de Palestrina sont des merveilles. Je reconnais que des fois, quand on n'est pas du tout prévenu, ça peut arriver, pas toujours, hein. Mais il peut arriver que quand on n'est pas prévenu, quand on ne les connaît pas, on soit déconcerté et on puisse les trouver même un peu ennuyeuses. C'est fort probable. Mais il faut les écouter plusieurs fois, essayer de rentrer dans ce monde. C'est un monde vraiment merveilleux. Donc je reviens à mon propos. 2 siècles, le 15e et le 16e siècle. Et puis, d'ailleurs ça coïncide avec les siècles. Hein. Comme vous le savez, évidemment, les siècles sont des choses tout à fait... les oiseaux ne savent pas en quelle année nous sommes, ni en quel siècle nous sommes, donc le siècle c'est une coupure du temps un peu artificielle, mais je trouve que là ça correspond, donc profitons-en, c'est pratique. L'année 1600 et des poussières, 1607 par exemple, je cite volontiers la date de 1607, il y a eu un très grand compositeur qui a ouvert une nouvelle période de l'histoire de la musique, qui est la période qui nous occupe, celle où Beethoven existe, c'est-à-dire les fameux siècles que je citais, 17e, 18e, 19e siècle, cette période. Le début du XVIIe siècle commence avec l'immense compositeur Claudio Monteverdi, italien, originaire de Crémone, ayant travaillé à Mantoue et à Venise, ayant développé essentiellement sa carrière à la cour de Mantoue et à Venise. À Venise pendant une trentaine d'années, donc il est resté vraiment beaucoup. Eh bien, cette musique tonale, elle a des caractéristiques bien pratiques. Alors ça, c'est pas très facile à expliquer comme ça, surtout sans piano et avec encore moins d'enregistrement. Et enfin, cette musique, qu'est-ce que je peux dire? Enfin, je sais ce que je peux dire dessus, mais me faire comprendre. Elle n'est plus modale, c'est-à-dire que elle va se focaliser sur 2 modes que, en français courant, tout le monde connaît, même les gens qui n'ont pas fait de musique. C'est le mode majeur et le mode mineur. Très rapidement, je dis que dans l'ancienne musique franco-flamande et dans les musiques modales, je prends par exemple le cas de l'Inde, les modes sont extrêmement nombreux. Les gammes sont diverses, ne sont pas les mêmes. Elles sont fabriquées, elles sont construites de manière différente. Plus précisément d'un point de vue technique, pour ceux qui connaissent un peu ces éléments, l'ordre des tons et des demi-tons est différent d'un mode à l'autre. Alors en Occident, au XIIIe, XIVe, XVe siècle, les modes étaient nombreux. Dans le chant grégorien, par exemple, il y avait 8 modes différents. Dans la musique tonale, il n'y en a que 2, le majeur et le mineur. En grégorien, il y a différents modes, et ces modes, on leur a donné des noms qui sont un peu des noms bidons, parce que ça ne correspond pas à la réalité. On leur a donné des noms de la Grèce ancienne. On parle du mode lydien, du mode dorien, du mode éolien, du mode phrygien, par exemple. Et la musique tonale, elle, s'est focalisée sur 2 modes, encore une fois, qui sont le majeur et le mineur. Je parlais, petite parenthèse très rapide, de la richesse incommensurable de la musique de l'Inde. Vous êtes bien assis, donc tout va bien. La musique de l'Inde comprend 150 modes. Donc ça montre sa richesse extraordinaire. Hein. Il est hors de moi l'idée de dire que voilà. Mais la musique tonale, finalement, alors dit comme ça, on peut dire, alors c'est une pauvreté invraisemblable. Deux malheureux modes, ça paye pas de mine. Et en plus de ça, moi j'apporte mon petit grain de sel parce que j'ai eu la chance ou la malchance des fois d'enseigner l'écriture musicale. J'ai même été jusqu'à dire, je l'assume, parce que je pense que c'est tout à fait vrai, que dans la musique occidentale, il n'y a même pas vraiment de mode, il y en a qu'un. C'est le mode majeur, parce que toute l'écriture musicale, toute la facture de la musique est fondée sur le mode majeur. Le mode mineur, lui, il existe, il est autonome, c'est vrai, mais ça n'est qu'une imitation assombrie du mode majeur. C'est-à-dire que quand on apprend la musique, quand on sait écrire la musique, la musique dépend, elle est faite à partir du mode majeur, le vrai, le grand mode. Le mode mineur n'en est qu'une imitation. Voilà. Peu importe. Premièrement, la musique tonale. Donc, je redis, 17e, 18e, 19e siècle. J'espère bien me faire comprendre. Hein. Vous me poserez des questions tout à l'heure. J'espère ne pas être trop ardu ou technique. Bon, c'est la faute de la technique, hein, c'est pas moi. Alors maintenant, autre petite chose, très rapidement. Sur un piano, tout le monde a vu un piano. On voit les touches blanches du piano qui sont do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Il y a 7 touches différentes. 7 touches différentes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si.
Mais il y a aussi des touches noires, il y en a 5. Jusqu'à nouvel ordre, 5 et 7, ça fait 12. Donc, entre les touches blanches et les touches noires, qui se reproduisent évidemment sur un piano d'octave en octave, mais il y a fondamentalement 12 sons. Je peux même les énumérer comme ça. J'ai énuméré les 7 touches noires, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et il y a les touches, qu'est-ce que j'ai dit, pardon, les 7 touches blanches. Il y a les touches noires, do dièse, ré dièse, fa dièse, sol dièse, la dièse, qui peuvent s'appeler aussi, peu importe, ré bémol, mi bémol, sol bémol, la bémol, si bémol. Eh bien, au total, ça fait bien 12 sons différents. Ce que je veux dire, ça c'est un point très important, c'est que la tonalité majeure, la gamme majeure, existe à partir de chacune de ces notes. C'est-à-dire que quand je dis do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, j'ai la gamme de do majeur avec la place des demi-tons à un endroit bien précis. Eh bien, je peux reconstruire la même gamme, j'espère me faire comprendre, je peux reconstruire la même gamme, la même ordonnance de tons et demi-tons à partir de ré bémol. Et donc, j'ai la gamme de ré bémol. Puis à partir de ré, donc j'ai la gamme de ré, à partir de mi bémol, etc. Donc, finalement, il y a un type de gamme majeure, le modèle de la gamme majeure, certes, mais ce modèle peut-être existe sous 12 et décliné 12 fois. Ça, c'est extrêmement important, parce qu'une des caractéristiques de la musique modale et de la musique beethovenienne, c'est c'est un art, oui, une technique, l'art de la modulation, l'art de passer d'une tonalité, d'une gamme, d'une tonalité à une autre. Ça, j'ai l'air ici, peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas bien ces aspects, d'énoncer des choses techniques. Ça a beaucoup plus d'importance qu'il n'y paraît. Ça n'est pas un détail, c'est l'essentiel. Je reprends mes images, ce ne sont pas des images, mais les exemples que j'ai donnés. J'ai parlé de musique indienne, ou hindoue, je ne sais pas comment on doit dire. Musique hindoue, disons. Et le chant grégorien. Le chant grégorien, quand on est dans un mode, on n'en bouge pas. Toute la pièce, c'est le même mode. Ça ne change pas. Quand on écoute une musique de l'Inde, j'ai dit qu'il y avait beaucoup de possibilités jusqu'à 150. Mais quand on est dans une pièce, quand le musicien improvise, parce qu'encore voilà une autre différence, c'est une musique qui n'est pas écrite. Encore une chose très importante. Peu importe. Quand le musicien improvise, il va chanter une demi-heure, des fois. Il y a des improvisations très longues. Donc, quand j'ai une demi-heure, j'exagère un peu. En tout cas, 10 minutes, très facilement, les pièces durent 10 minutes. Il va rester dans le même mode et dans le même ton. C'est-à-dire que si la note est ré, il n'appelle pas ça ré, mais c'est la même chose. Eh ben, il reste en ré tout le temps. Mais Beethoven, lui, quand il est en ré majeur, quand on dit que c'est une symphonie ou une sonate, une œuvre est en ré majeur, ça veut dire qu'elle commence en ré majeur et qu'elle finit en ré majeur. Mais entre ces deux bornes, qui sont le début et la fin, la musique ne cesse de faire ce qu'on peut appeler un parcours tonal, de passer d'une tonalité à une autre, et on appelle ça des modulations. Eh bien, c'est ça qui donne le caractère essentiel de la musique occidentale, c'est son caractère dynamique. C'est-à-dire que je reprends, pardon d'insister tant, la musique de l'Inde, elle a un caractère beaucoup plus statique. Tout ça a une répercussion sur la notion du temps. Parce que quand un musicien hindou improvise, lui-même, je le sais parce que j'ai beaucoup étudié et observé ces choses, ne sait pas quand est-ce qu'il va finir. Il commence à chanter, ou il commence à jouer du sitar, mais il ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Alors certains le savent parce qu'ils vont prévoir, c'est comme quand on improvise. Moi je fais ma conférence, donc je sais grosso modo, ça va durer 1h15, 1h30, donc lui aussi, il peut grosso modo se dire, je vais faire ça à peu près. Mais il ne le sait pas vraiment. Et selon l'inspiration, j'emploie un terme, ici, le terme du chiffre 6, l'enthousiasme, selon son enthousiasme. Dans le terme enthousiasme, vous remarquez le TH, évidemment, vous savez bien qu'il y a un TH. Le TH, c'est le TH qu'il y a dans théos grec. Théos, ça signifie Dieu. L'enthousiasme, c'est avoir Dieu en soi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est inspiré, eh bien, l'improvisation sera plus longue. Voilà. Donc, la notion de temps, du fait des non-modulations, le temps peut s'étirer en Inde. Et elle pouvait s'étirer aussi en Occident comme c'était. Mais chez Beethoven, non. Quand la musique commence, elle développe un développement qui va irrésistiblement vers sa fin. Ça, c'est une notion qui est très très importante, qui est très attachée au système tonal. J'arrête de parler parce que sinon, je continue. Alors, pardon, oui, dites-moi. Tout va bien? Ça va.
Bon. Alors je finis ce petit 1. Beethoven, donc, je dis ces dates comme ça, il est né en 1770 en Allemagne. Peu importe, je vais pas faire sa biographie, là, ça m'intéresse moyen. Enfin, c'est très intéressant, hein, entendons-nous bien, mais je préfère aborder les choses de fond. C'est un musicien né en 1770. Rapidement, en Allemagne, 1770, peu importe la date exacte de 1770, mais ça a été... la génération 1770 a été très importante. Il y a eu de grands poètes allemands ou de philosophes qui sont nés à cette époque. Par exemple, Hölderlin, des gens comme ça qui ont beaucoup marqué la pensée allemande, sont de cette génération-là. Donc passons sur Beethoven. Passons, non, je vais ne parler que de lui, mais sur sa biographie. Il est mort, pour le situer, pas extrêmement vieux. Bon, il est mort en 57 ans. Il devait avoir 57 ans, si mes calculs sont exacts. Oui, ils le sont. En 1827. C'est quelqu'un qui correspond, pour un Français, ce sont des repères très très faciles à avoir. C'est un exact contemporain de Napoléon Bonaparte. Je crois que Bonaparte était né en 69, un an avant. Et d'ailleurs, ils sont un peu comparables, hein, dans des domaines évidemment très différents. Mais il y a un petit peu quelque chose. Bon, peu importe. Je vais pas me risquer à ça, établir de parallèle entre Beethoven et Napoléon. Rien à voir. Mais enfin, en tout cas, on le situe bien. C'est vraiment cette période. Bonaparte est né, je crois, il est né en 69. Il était mort en 21. Et Beethoven est mort en 27. Ça va, le micro, là? Alors, maintenant, je reparle de cette période de musique tonale de ces 3 siècles. Alors, il y a eu quelque chose aussi, dans les 3 siècles, je le redis, hein, je me répète un peu, mais je veux être clair, 17e, 18e, 19e. Eh bien, il y a pile au milieu, c'est comme ça, voilà, en 1750, peut-être le plus grand musicien de l'histoire occidentale est mort en 1750. Il l'a pas fait exprès de mourir en 1750, mais il se trouve que c'est pile au milieu du siècle. C'est Jean-Sébastien Bach. Et c'est vrai, bon, ce n'est pas lié avec sa mort précisément, hein, mais c'est vrai qu'après 1750, la musique européenne va complètement changer. Elle reste toujours dans ce moule tonal, entendons-nous bien. Mais elle va complètement changer de manière d'être. Et Beethoven appartient vraiment, enfin, c'est le grand maître de la deuxième période. Qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, des choses que moi-même j'ai du mal à comprendre, je n'ai jamais vraiment compris. Je donne un exemple, par exemple, de ce qui se passe. Il y avait un instrument qui comptait énormément, qui a été un instrument extrêmement pratiqué, qui en plus de ça, du point de vue de sa facture, de sa fabrication, était arrivé à un degré de perfection extraordinaire. C'était le clavecin. Jean-Sébastien Bach, par exemple, pour prendre le compositeur de cette première période, en 1750, a écrit beaucoup pour le clavecin. Certes, pour l'orgue aussi, dont il était un très grand maître. Le plus grand maître, d'ailleurs. Mais il écrivait pour le clavecin. L'instrument de clavier qu'on avait à la maison, c'était pas un orgue, c'était un clavecin. Dans les salons, etc. Ouais. Il y a eu des très grands compositeurs pour le clavecin, j'en cite 2 ou 3. Chez les Français, bon, en Allemagne, c'est Jean-Sébastien Bach, c'est évident, dont l'œuvre est absolument gigantesque. Mais en France, François Couperin, évidemment, le grand maître du clavecin, c'est François Couperin, un compositeur qui s'est pas focalisé spécialement sur le clavecin, sur l'opéra, un Français, mais qui a écrit pour le clavecin de très très belles pièces, et Jean-Philippe Rameau, bien sûr. Et puis, prenons un Italien, un grand Italien, c'est Domenico Scarlatti, qui a passé une partie de sa carrière en Espagne. Tous ces gens-là sont à peu près de la même époque. Hein. Bach était né en 85. Bon, c'est dans ces eaux-là. Ce sont des gens de la première moitié du XVIIIe siècle. D'ailleurs, c'est très drôle, en 1685, 3 compositeurs sont nés, c'est intéressant, ça permet de les retenir, c'est Jean-Sébastien Bach, né en 1685, et Domenico Scarlatti aussi est de 1685, et il y a un 3e larron, si je dis, qui est un immense compositeur, qui est Handel. Ils sont tous les 3 nés en 85, et ils sont tous morts dans les années 50, 1750, Bach en 50 pile, Handel en 59, je crois, Scarlatti en 57, peu importe. Enfin, ce sont vraiment ces compositeurs de clavecin. Scarlatti a écrit, je crois, 500 sonates pour clavecin, qui sont des chefs-d'œuvre. Elles sont toutes les 500, je ne sais pas 500 exact, hein, ils sont autour de 500, ce sont toutes des chefs-d'œuvre extraordinaires, de vivacité, d'esprit, c'est absolument formidable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Mystère, je ne l'ai jamais compris. Est arrivé dans les années 1730 un instrument bizarre que Voltaire appelait un instrument de chaudronnier. C'est-à-dire vraiment, il fallait vraiment avoir que ça à faire que de jouer sur cette casserole, c'est ça que ça voulait dire. C'était le piano. Et le piano était une vraie casserole, c'est vrai, franchement, bon, même d'ailleurs ça il faut le dire à personne. Mais personnellement, je n'aime pas ce qu'on appelle le piano forte, vous savez peut-être que depuis une trentaine d'années, il y a des amateurs de ce qu'on appelle le piano forte. Piano forte, c'est le nom qu'avait le piano à ses origines. C'est un mot italien, piano forte, qui signifie piano doucement, forte. C'était l'instrument avec lequel on pouvait avoir des dynamiques fortes de piano, que le clavecin ne permettait pas. Bon, eh bien, il y a des gens qui sont des amateurs, c'est très bien, bravo, hein, de piano forte, c'est-à-dire du piano de l'époque de Mozart, parce qu'on a reconstruit les pianos de l'époque de Mozart. Franchement, alors, le piano de Mozart était déjà un bel instrument, entendons-nous bien, c'était un bel instrument. Mais le piano des années 40, 1740, je pense que c'était vraiment une casserole. Je redis la phrase, vous vous en souviendrez, la phrase de Voltaire. Il faut pas faire confiance à Voltaire surtout, mais enfin bon, là, pour les oreilles, je pense que ça marchait pas mal. Instrument de chaudronnier. Eh bien, cet instrument de chaudronnier a supplanté complètement le clavecin en quelques décennies. Que dis-je en quelques décennies? En une décennie. Mozart peu importe, je ne vais pas citer les dates de Mozart, il est en 56. Mais enfin, disons, dans les années 1780, 1790, et même jusqu'à 1800, enfin vraiment c'est fin 18e siècle, tous les compositeurs, les trois compositeurs, alors attention, je l'ai dit, c'est très important, il faut le retenir, les trois compositeurs de la seconde moitié du 18e siècle, après la mort de Jean-Sébastien Bach, sont trois Allemands. C'est Haydn, Joseph Haydn, qui est né dans les années 1739, je crois. Je confonds avec Goethe. Goethe est né en 32 et l'autre en 39, alors vous vérifierez. Je crois que Haydn c'est 39. Et Haydn a une vie, il est mort en 1809, quelque chose comme ça. Le deuxième très grand compositeur, c'est, alors je fais juste une petite parenthèse sur Haydn. Attention, Haydn est un immense compositeur. C'est un compositeur qui a été un peu, j'en suis moi-même témoin, c'est que quand j'étais plus jeune, je m'intéressais pas à Haydn. Parce que pour moi, à ce titre, le grand compositeur de ces périodes, c'était Mozart. Mais le jour où j'ai mis mon nez dans la musique de Haydn, je n'en suis toujours pas revenu. C'est une musique absolument géniale. Et il faut savoir que le grand inspirateur de Beethoven, c'est Haydn, ça n'est pas Mozart. Beethoven, c'est du Haydn. Il n'est pas là, donc il peut rien me dire, je peux le dire. Beethoven, c'est du Haydn amplifié. Bien sûr, amplifié. Le génie beethovénien, comme je l'ai dit, est immense. Mais c'est la continuité de Haydn. Donc les trois compositeurs de cette seconde moitié du XVIIIe siècle, je le redis, sont Haydn, Mozart, Beethoven. Beethoven né en 1770 donc. Et Beethoven a participé, alors à un niveau évidemment extraordinaire, à ces bouleversements musicaux. Premièrement, l'arrivée du piano. Le piano supplante complètement le clavecin en quelques années. Encore une fois, pour moi, mystère. Je ne m'en plains pas, j'ai pratiqué le piano énormément, donc c'est un instrument que j'aime par-dessus tout, donc je connais le répertoire en long, en large et travers. Mais bon, j'ai une immense admiration pour le clavecin. Alors donc le piano, voilà un des éléments de bouleversement. Puis il y a des éléments de bouleversement formel. Alors ici en 2, j'ai indiqué l'orchestre beethovénien. Eh bien en fait, j'aborde ici rapidement, je vais essayer d'aller vite parce que je crois que je vais pas y arriver si je continue. Je vais avancer. Il y a le piano, c'est un élément instrumental très important. Et puis il y a l'orchestre. Et l'orchestre aussi, c'est une chose de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Bien sûr, chez Bach, quand on écoute le Magnificat, quand on écoute les Passions, les cantates, il y a un orchestre. Mais l'orchestre dont on parle, quand on parle de l'orchestre, l'idée qu'on se fait de l'orchestre, c'est l'orchestre de Haydn et Mozart. L'orchestre de Haydn et Mozart, c'est ça l'orchestre beethovénien. Et Beethoven développe l'orchestre. Voilà. Bon, je passe là-dessus. Donc, je vais montrer quand même, si, je vais montrer l'orchestre. La forme sonate, j'en parlerai. Alors maintenant, comment fait-on? Voilà. Alors j'ai écrit, je vais être rapide, hein, parce que sinon je ne vais pas y arriver. J'ai écrit ici ce qu'on appelle la nomenclature de la partition d'orchestre. J'ai ici, vous ne la voyez pas, c'est pas grave, je la montre en haut, vous voyez un gribouillage de loin. Et voilà, ici c'est un des mouvements de la 6e symphonie. Je suis vraiment malheureux de ne pas vous la faire entendre. Mais
Mais on voit bien, ce sont des portées superposées les unes sur les autres. La partition de piano, on a beaucoup vu des partitions de piano, vous avez deux portées, la main gauche, la main droite, ce sont deux portées, les aigus, les graves. L'orchestre, ce sont comme des strates, tous les instruments les uns sur les autres. Là, c'est la moitié de l'orchestre. Dans la diapositive suivante, je montre la deuxième moitié. On a les vents. Les vents sont en deux catégories, et Beethoven était le champion de la musique instrumentale. Beethoven, c'est la musique instrumentale. Il a écrit pour la voix, certes, mais l'essentiel de son œuvre, c'est la musique instrumentale. Eh bien, à l'époque, c'est pour ça que je l'ai noté comme ça, on écrivait les indications musicales en italien. Donc, les instruments étaient en italien, donc je les écris en italien. Et je fais remarquer une chose qui est quand même assez importante. Alors, je le dis quand même en français, bien sûr, mais on reconnaît, parce que ce sont des mots, évidemment, qui ressemblent au français. Il y avait deux flûtes, deux hautbois. Alors, vous voyez, le mot hautboy, au pluriel hautboy au singulier, n'a pas H-A-U-T comme en français, bien sûr. Enfin, voilà. Deux flûtes, deux hautbois, deux clarinettes, deux bassons. Fagotti, ce sont les bassons. Alors, vous avez ces quatre parties de bois qui sont extrêmement importantes, et chez Mozart, elles sont toujours là. Donc, pour un apprenti musicien qui s'initie à la lecture de l'orchestre, il faut déjà apprendre à bien lire les quatre portées simultanées des quatre bois qui sont de toute façon toujours là. Parce que les orchestres peuvent changer en fonction de leur volume. Mais même dans un petit orchestre mozartien, il y a toujours ces quatre choses-là. Maintenant, autre petit détail, je vais un peu vite. Mais ici, il est écrit, bon, peu importe la flûte piccolo, c'est un peu anecdotique, hein. Souvent, c'est le cas dans la 6e symphonie. Dans l'orage, il y a un orage dans la 6e symphonie, il y a une flûte piccolo. Bon, peu importe, c'est un peu anecdotique. Chez Mozart, il n'y a pas de flûte piccolo. Chez Haydn non plus, chez Beethoven non plus d'ailleurs. Hein. 5e symphonie, il n'y a pas de flûte. Ici, il y a la 5e, peu importe. Il y a écrit ici un pluriel, j'insiste sur ce pluriel. Deux flauti avec le i, qui est le pluriel. Ça veut tout simplement dire deux flûtes réelles. C'est-à-dire que c'est pas des flûtes. C'est pas des flûtes. C'est deux. Il y a que deux musiciens en Cheranos. C'est très important. Parce que pour les violons, quand le compositeur Haydn, Mozart, Beethoven écrit la musique pour les violons, vous le savez, on l'a tous vu à l'orchestre, évidemment, hein. Ils peuvent être 10 à jouer la même chose. Hein. Les violons, alors il y a écrit violino, violine au singulier, ça veut dire la partie de violon, mais on peut être souvent une dizaine dans des grands orchestres qui sont plus nombreux, on peut être aussi 4 ou 5 violons. Voilà. Mais les vents, eux, sont uniques. Ça ne sert à rien, je le dis. Ça ne sert à rien, par exemple, d'avoir 8 flûtes qui jouent la même chose. Il se trouve que 8 violons qui jouent la même chose, c'est une sonorité différente. Mais 8 flûtes, ça change rien. Ça ne donne absolument rien, donc voilà. Et il vaut mieux au contraire que les flûtes soient seules, donc elles jouent deux parties différentes, des notes différentes. Hein. C'est pour ça qu'il y en a deux. Elles ne sont pas deux à jouer la même chose, entendons-nous bien. Elles jouent chacune une ligne mélodique. Hein. Voilà. Donc il y a deux flûtes individuelles. Il en va de même pour les hautbois. Il y a deux hautbois, deux clarinettes et deux bassons. Le basson, comme son indique, basson, basse, c'est l'instrument grave qui correspondrait un peu aux hautbois, qui sont associés tous les deux. Basson. Je passe sur in B, ici, à in B. In B, ça veut dire en si bémol, peu importe. Les flûtes les clarinettes sont des instruments très agaçants, j'en sais quelque chose, puisque j'ai passé ma vie à lire les parties de clarinette, c'est-à-dire que les parties, mais je n'en parle pas, parce que là, ça va être un peu loin. Les notes qui sont sur la partition ne sont pas les bonnes. Voilà. Pour résumer, c'est ce qu'on appelle un instrument transpositeur. C'est que quand il y a écrit Ré, si c'est la flûte en B, c'est un Do qui sonne. Donc c'est un truc à s'arracher les cheveux, la preuve. Voilà. Ensuite, les cuivres. Les cuivres sont peu nombreux. Quand l'orchestre est réduit, comme c'est le cas dans le premier mouvement de la 6e symphonie, que je regrette encore une fois de ne pas vous faire écouter, je vous aurais fait écouter des extraits, mais bon. Quand l'orchestre est réduit, très souvent, chez Mozart, il n'y a que les corps. Le corps est un très bel instrument, qui a une belle sonorité ronde. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, les musiciens ont l'habitude d'employer des mots, un vocabulaire, voilà, pour dire des choses qui sont inexprimables sur le son. Donc, on dit qu'un son est rond, on dit qu'une sonorité est blanche. Qu'est-ce que c'est qu'un son blanc? Je suis incapable de vous le dire, mais on le dit. On se comprend. Hein. Donc, le son, le corps, il a quelque chose d'un peu arrondi. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Rond arrondi. Et il se mêle, crée des tours, en quelque sorte.
il a à la fois une sonorité, une grande présence, et en même temps il a une grande douceur, et il se mêle facilement à la sonorité des cordes. Donc les cordes sont toujours là. Puis il y a aussi des instruments, les cuivres, qui sont très importants, qui ne sont pas toujours là, mais qui sont très souvent là. Chez Beethoven, ils y sont toujours. Ce sont les trompettes. Donc ici, les deux trombe en italien, ce sont les deux trompettes en français. Aussi, elles sont en F, c'est-à-dire en Fa, peu importe. C'est-à-dire qu'elles jouent autre chose que ce qui est écrit. Et puis, deux trombones. Le trombone est un instrument qui ressemble un peu à la trompette. D'ailleurs, trombone, c'est un augmentatif en italien. Trombé, trombone, c'est-à-dire c'est la grosse trompe, en fait. Ce sont les instruments vous savez, à coulisses, et qui sonnent graves, qui sont très beaux, très majestueux. Ils sont souvent employés, par exemple, dans le Requiem de Mozart, on entend les trombones, ils sont souvent associés à quelque chose d'un peu fatal, d'ailleurs. C'est le cas dans le Tuba Mirum du Requiem de Mozart, on entend les trombones. Voilà. Alto et ténor, c'est qu'il y a différents trombones. Il y a le trombone du dessus, le trombone du dessous. Voilà. Je continue. Ensuite, on a les cordes. Je passe sur ça, j'en parlerai après. On a les cordes. Donc, on a toujours 4 parties. J'enlève la 5e ici. Sur la partition, il y a 4 portées. Donc, les premiers violons, les deuxièmes violons. Alors, encore une fois, quand on lit le violon, on peut être 10 à jouer la même chose. Premier violon, deuxième, j'aurais dû écrire violon 1, violon 2, c'est comme ça sur la photo. Viola, ce sont les altos. Les altos, comme vous savez, sont des violons un peu plus graves. Et le violoncelle, les violoncelles, donc, qui sont aussi un peu comme des violons, mais encore plus graves, qui descendent en grave. Donc, la palette qu'on avait tout à l'heure, la palette de l'aigu au grave, les portées vont toujours de l'aigu au grave, la palette qu'on avait de la flûte au basson, là, c'est des violons 1 au violoncelle. C'est pareil, c'est un peu l'équivalent au niveau de l'étendue sonore. Et puis, on a une 5e partie dans les cordes, qui sont les contrebasses. Les contrebasses, je en parle tout de suite à propos de Beethoven, évidemment. Les contrebasses chez Mozart, chez Beethoven aussi, très souvent, c'est sur la même portée que les violoncelles. Parce que les contrebasses jouent la même chose que les violoncelles, mais les contrebasses, en lisant ce qui est écrit, ça sonne une octave plus grave. Dans le mot, ça m'a toujours intéressé, ça. Le mot contrebasse, il y a contre. Contre, c'est vraiment, comme par exemple, une église a des contreforts, c'est-à-dire que vous avez les murs et vous avez les contre-murs. C'est-à-dire que vous avez le mur et puis vous avez quelque chose qui soutient l'édifice. Et je me souviens d'un contrebassiste avec lequel je parlais il y a fort longtemps, ça ne me rajeunit pas, qui me disait que quand on enlève les contrebasses dans un orchestre, tout s'écroule, il n'y a rien. Enfin, c'est pas possible. Vous pouvez pas jouer Wagner sans les contrebasses. C'est un peu comme un édifice qui tient sur rien. Les contrebasses, c'est vraiment, et c'est vrai, je l'ai déjà vérifié. Quand on joue et qu'on a les contrebasses qui jouent, on se sent bien, c'est qu'on on se repose. Parce que quand il y a pas le sous-sol, on flotte. Donc voilà, les contrebasses, c'est très très important du point de vue sonore. Et ici, j'ai négligé, évidemment, mais c'est très important. Chez Beethoven, c'est très important. C'est la percussion qui est réduite à très peu de choses. Et elle est réduite à vraiment très peu de choses, à 2 notes. Ici, c'est 2 notes. Je sais que les violons font des notes, les hautbois font des notes, etc. Les timbales, il y en a que 2. Ce sont 2, comme 2 demi-oranges, 2 oranges coupées en 2, mais beaucoup plus grandes que des oranges. Vous tapez dessus, vous donnez un seul son. Et là, le compositeur indique ici qu'il veut le do et le fa. C, c'est do, F, c'est fa. Donc, le contrebassiste, le timbalier, celui qui s'occupe des timbales, au début du concert, règle en serrant ou desserrant la peau pour avoir la note do. Il tape dessus, il écoute c'est bien do, il s'est accordé, et puis après, il se sert du do. Alors, d'un mouvement à l'autre, on peut changer de note. Voilà. Bon, voilà pour l'orchestre beethovenien. Je continue, je vais vite. Jusqu'à quelle heure je dois aller, là? Pardon. Un peu moins de 16 heures. Un peu moins de 16 heures. On va peut-être laisser moins de quart pour les questions, si vous avez des questions. Bon, ça va. Bon. Enfin, ça va. Je dis ça va, mais ça va parce qu'il n'y a pas de musique. Alors, je ne vais pas me réjouir qu'il n'y ait pas de musique. Alors, autre bouleversement. Je disais l'arrivée du piano dans cette seconde moitié du XVIIIe siècle. Beethoven a écrit 42 sonates pour piano. Une grande partie de l'œuvre de Beethoven est attachée au piano. Et les pianistes en savent quelque chose. Les sonates de Beethoven, c'est un peu les 12 travaux d'Hercule. Celui qui envoie le bout, enfin s'il y en a qui en ont vu le bout, qui les ont enregistrés d'ailleurs, bien sûr, mais c'est un travail de titan un peu. Surtout les dernières sonates sont d'une complexité absolument ahurissante. L'opus 11, la dernière, il faut se lever tôt un peu. Je parlais donc de l'arrivée du piano dans le domaine instrumental, de l'orchestre, qui est l'orchestre de Haydn-Mozart, qui devient vraiment l'instrument beethovenien par excellence. Et puis la forme musicale, c'est dans la composition. Je vais essayer d'aller assez vite dans ce domaine.
Mais il y a une chose qui est un peu remarquable aussi, ça non plus, j'ai pas compris pourquoi tout d'un coup, à ce point, enfin j'ai bien compris, je connais ça, ça fait quelques décennies que j'étudie ça, mais que les choses aient changé si vite et se soient imposées de cette manière est une chose qui m'étonne toujours. Presque toutes les pièces, je le dis vite, prenez les œuvres de Jean-Sébastien Bach, prenons les pièces instrumentales, prenons les suites. Bach a écrit ce qu'on appelle des suites. Il y a les suites françaises, qui sont des grands chefs-d'œuvre, les suites anglaises, les suites allemandes qu'on appelle les partitas, ça c'est pour clavier. Il y a aussi des suites pour violoncelle seul, qui sont des merveilles absolues. Les suites pour violon seul, ça en fait des œuvres. Les suites dont je parle sont des œuvres faites en plusieurs mouvements, souvent beaucoup de mouvements, 4, 5, 6, 7, 8, 9, des fois 10. Et il y a 6 suites françaises, il y a 6 suites anglaises, il y a 6 suites allemandes. C'est pareil pour les partitas. Les partitas sont des suites allemandes. Et c'est pareil pour les œuvres de violon seul, pour les œuvres de violoncelle seul. Les pièces, chacun des mouvements, sont à l'origine des mouvements de danse. Donc on a l'allemande, la courante, la sarabande, la gigue, le passe-pied, etc. Les quatre danses qu'on retrouve toujours sont allemandes, courante, sarabande et gigue. La pièce qui termine toutes les suites de Jean-Sébastien Bach est une gigue toujours. Mais entre-temps, il peut y avoir des pièces les plus diverses comme gavotte, menuet, bourrée, passe-pied, etc. Évidemment, on est un peu loin de la danse populaire d'origine, ce sont des pièces. Voilà, je clôt cette parenthèse. Maintenant, si vous prenez une pièce, parmi ces dizaines et dizaines de pièces qui existent, vous en prenez une pièce que vous regardez, vous l'écoutez, elle est faite toujours en 2 parties. Vous avez une partie A et une partie B. Souvent, on fait la reprise au milieu, c'est qu'on joue A et on rejoue A. On joue B et on rejoue B. Voilà, c'est en 2 parties. Premièrement, c'est bipartite. Deuxièmement, et ça c'était une généralité absolue, c'est pour ça que j'en parle, ça n'est pas un détail, c'est l'essentiel de cette musique. Autre élément, c'est qu'il n'y avait qu'un élément thématique, c'est-à-dire qu'un motif essentiel dans ces œuvres. Le motif, qu'est-ce que c'est que le motif? J'ai un peu de mal à l'expliquer, mais enfin on le comprend très facilement. Quand vous écoutez la 5e symphonie de Beethoven, il commence par pa pa pa, j'étais sûr que j'allais chanter que pa 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 pa, c'est rien ça. D'ailleurs, j'aurais jamais osé écrire, pareil. Franchement, il y a 4 notes, dont 3 identiques. Bon, mais c'est le thème qu'il fallait précisément dans cette symphonie. C'est un thème, c'est ça. C'est-à-dire que c'est à partir de ce motif-là va se développer, puisque je vous le chante un peu très mal. Pa 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 pa, première. Pa 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 pa, deuxième. Vous voyez, le deuxième, c'est le même que le premier, un peu plus bas. Pa 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 pa, et après ça se développe, ça se répète, ça se duplique. Mais c'est bien ça le thème. Donc chez Bach, dans ces structures dont j'ai parlé, il n'y a qu'un seul thème, c'est ce qu'on appelle une musique monothématique. Chez Beethoven, non. Dans la musique de Haydn, Mozart, Beethoven, c'est la sonate classique. Je parle de la forme sonate. Et là, je parle de l'allegro de sonate, la forme du premier mouvement. Eh bien, cet allegro de sonate, il est bithématique. Il y a 2 thèmes. Et là, je regrette vraiment de ne pas avoir l'enregistrement parce que j'avais sélectionné, bon, tant pis, j'avais sélectionné quelques débuts, quelques expositions de sonates. J'avais pris un concerto, j'avais pris une symphonie. Il y a chez Beethoven notamment, mais déjà chez Mozart et Haydn, c'est le cas, c'est lui qui amplifie les choses. Il y a 2 thèmes, et en général, chez Beethoven, c'est plus affirmé que chez Mozart et Haydn. Les 2 thèmes sont très opposés. Il y a un thème très... alors on l'a appelé, ça a fait rire certains. Moi, je le reprends à mon compte parce que je le trouve assez expressif. On a dit le thème masculin et le thème féminin. Et c'est pas faux, en fait. C'est un peu, d'ailleurs, dans d'autres galaxies, ce que d'autres appelleraient le yin et le yang, par exemple. C'est-à-dire des caractères affirmés et opposés. C'est-à-dire un caractère, disons, rythmique et carré, et un caractère, voilà, arrondi. Plus, voilà. Et alors, on prend les œuvres de Beethoven. Prenons le 3, je vais pas vous le chanter. Le 3e concerto pour piano, on les entend vraiment de manière extrêmement marquée. L'orchestre commence par un thème qui est très beethovenien. Ça, c'était un caractère Beethoven. C'était quelqu'un de très abrupt par certains aspects. C'est même un cliché beethovenien, le gars qui était pas commode. Bon, on l'entend dans sa musique. C'était très asséné. Quand on prend beaucoup de premiers thèmes beethoveniens, on les entend, le fameux thème pa 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 pa, c'est vraiment quelque chose, bon. Eh bien, c'est le cas, par exemple, dans le 3e concerto, pa 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 pa, c'est ça le thème, je l'ai chanté.
Et le deuxième, lui, enfin, donc il est dit une fois, deux fois dans l'exposition, et arrive le deuxième thème, lui qui est très chantant au contraire, qui est très en contraste. Voilà, c'est ça l'aspect bithématique à deux thèmes, qui est complètement différent de la conception qu'avait Jean-Sébastien Bach. Où il y a une conception beaucoup plus fluide, il n'y a pas les oppositions. Bon, certains diront que c'est lié aussi à une philosophie d'époque, Hegel, etc., c'est-à-dire tout ce qu'on appelle dialectique, etc. Je pense que c'était dans l'idée beethovenienne. C'est-à-dire qu'il y avait l'opposition d'éléments différents, leur confrontation et leur résolution en quelque chose d'autre. Je sens vouloir me lancer dans des choses, mais je suis sûr que c'est lié à ça. Alors que la galaxie philosophique, entre guillemets, de Jean-Sébastien Bach était différente. Donc voilà. Ensuite, je disais que les œuvres chez Bach étaient faites de deux sections, A puis B, et qui d'ailleurs n'avaient pas d'opposition, n'avaient pas de contraste à l'intérieur. Là, c'est une forme tripartite avec exposition où on a les deux thèmes, développement où les deux thèmes sont triturés en quelque sorte, sont travaillés, et enfin une réexposition, c'est-à-dire un peu quelque chose qui ressemble à l'exposition, mais qui est différent, parce que le temps est passé, il s'est passé des choses même d'un point de vue émotif, et après avoir écouté le développement, si j'ose dire, on n'est plus le même qu'au début, on n'est plus dans le même état d'esprit, donc la réexposition n'est pas exactement la même chose que l'exposition. Voilà. Mais fondamentalement, c'est bien la même chose, c'est bien la réexposition des deux thèmes. Il y a des modifications techniques ici, mais là je ne m'y attarderai pas. Voilà, alors maintenant, je peux revenir en arrière là. Voilà. Non. Bon. Voilà, je fais vite aussi ça. Alors, autre source d'étonnement, c'est que la forme sonate... Non, je l'ai pas dit, attendez, je vous le dis rapidement. La forme sonate, c'est ce que je viens de dire, je ne vais pas dire le contraire. C'est cette forme tripartite avec ces deux thèmes. Certes, oui. Mais ce que je viens d'exprimer, et je vais aller un peu vite, ça concerne le premier mouvement de la sonate. Or, une caractéristique de la sonate, c'est évidemment la structure de ce premier mouvement qu'on appelle globalement, couramment, l'allegro de sonate, parce qu'en général, c'est un allegro, c'est un tempo assez allant, pas forcément très allant d'ailleurs, mais assez allant, qui avance. La forme sonate, donc, c'est à la fois cet allegro qui est très important dans sa structure, et c'est l'ensemble des quatre mouvements. Voilà. Et les quatre mouvements, je vais passer rapidement dessus. Je vais juste m'arrêter sur l'un d'eux. On a le mouvement lent. Donc après un mouvement, premier mouvement, l'allegro sonate qui est assez chargé, qui a un contenu émotionnel très fort. Chez Beethoven, c'est un contenu émotionnel extrêmement fort. Le mouvement lent est une détente extraordinaire. C'est pas que tout le monde s'endort pendant la détente, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais il y a une espèce de repos quand même. Et il y a un élément, je le signale au passage, c'est que l'œuvre est dans une tonalité, je reprends le terme de tonalité, donc on va dire symphonie en ré majeur, par exemple. Ça veut dire quand la sonate et symphonie, c'est la même structure. Quand on dit que la sonate est en ré majeur, ça veut dire que le premier mouvement est en ré majeur, que le troisième est en ré majeur, que le quatrième est en ré majeur, mais justement le deuxième, le mouvement lent, est dans une autre tonalité. Il offre une autre couleur, et en général, sinon presque toujours, il donne un sentiment de repos par rapport à la tension. Et là, c'était particulièrement le cas dans les exemples. J'ai pris les exemples les plus frappants, évidemment. Bon, je regrette, c'est pas que je ne vais pas assister, et je regrette parce que j'aurais bien aimé faire entendre ça. C'est très intéressant aussi sur un piano, je l'ai fait de nombreuses fois, de jouer les dernières mesures d'un allegro de sonate beethovenien, où on sent une tension extraordinaire, un dynamisme incroyable. Il y a le silence, on s'arrête, et on commence les premiers accords du mouvement lent, mais c'est quelque chose d'ineffable souvent. C'est d'une beauté extraordinaire, un sentiment de plénitude, de repos formidable, qui vient de l'écriture de la musique, bien sûr, mais aussi du changement de tonalité. Donc, je redis, le mouvement lent est dans une tonalité différente des autres mouvements. Et puis, on arrive à un mouvement qui est très intéressant. Alors là, qui remonte à l'esprit du XVIIIe siècle, dont Beethoven s'arrachera, justement. En passant par Haydn, je le redis. C'est que, au XVIIIe siècle, je vais essayer d'être bref pour exprimer cette idée, mais c'est une idée à laquelle je tiens. C'est que quand on est dans un salon, par exemple, j'ai l'air presque de plaisanter en exprimant ça, mais c'est une idée assez importante. Nous sommes dans un salon en train de prendre le thé. Donc on discute, on papote. On est dans notre vie, on fait notre vie.
le compositeur arrive, va jouer sa sonate. Eh bien, l'esprit du XVIIIe siècle, c'est un esprit de courtoisie, si j'ose dire, on le voit chez Haydn et Mozart, de courtoisie et de politesse. On n'impose pas à un auditoire des sentiments forts comme ça sans prévenir. Ça ne se fait pas. Donc, il y a toujours chez Mozart quelque chose qui fait que l'auditeur est convié à écouter l'œuvre. Chez Beethoven, on n'est pas convié, il impose tout de suite quelque chose d'extrêmement fort et dramatique. Il se fiche pas mal que vous soyez en train de prendre le thé. Je le dis de manière un petit peu résumée, mais le fond est là. Le fond est là. De la même manière, à la fin, Mozart, alors ça je l'ai vu, j'ai montré au piano de nombreux exemples de ça, c'est même amusant presque. Hein. Des fois, vous avez une musique qui tout d'un coup est extrêmement mélancolique, voire sombre. Mais j'avais un exemple chez Haydn qui était très beau. C'était tout d'un coup très mélancolique, très sombre, très tendu, comme c'est le cas dans la musique. La musique exprime tous ses sentiments. Mais quand le compositeur comme Haydn, Mozart, qui sont des gens du XVIIIe siècle, qui sont des gens courtois, eh bien, avant de finir, ils finissent par des formes aimables, toujours. Haydn, il y a des passages très sombres. Eh bien non, il salue l'assistance et il la restitue à sa vie première, qui est de prendre le thé ou de discuter. Je me fais comprendre. Voilà. Beethoven, non. Beethoven, c'est tout de suite asséné et il prend congé sans égard. Voilà. C'est très caractéristique de sa manière aussi d'être et d'une pensée qui sera celle du romantisme. Après, le mot, je n'aime pas trop l'employer parce qu'il est source de malentendus, mais enfin, en tout cas, ou l'artiste, en tout cas, allez, si, disons-le, le romantisme, une des caractéristiques, c'est que l'artiste a pris de la hauteur et n'a plus de compte à rendre à la société. C'est en gros ça peut se résumer comme ça. L'artiste mozartien, lui, il a des comptes à rendre. Il a des comptes à rendre, il ne prend pas les gens en otage comme ça. L'artiste romantique, lui, Beethoven n'est pas un romantique, je ne pense pas, d'accord, je ne rentre pas dans ces débats, mais c'est quelqu'un qui impose son œuvre. C'est-à-dire que si vous ne suivez pas, tant pis pour vous, c'est un peu ça que ça veut dire, c'est pas mon problème. Alors que Mozart, il y a cette courtoisie, il vous prend en quelque sorte par la main pour vous amener à l'œuvre. Voilà. Alors, je disais donc, le troisième mouvement était dans la tradition de Haydn Mozart un menuet. Le menuet est typiquement une danse de salon, ce que Beethoven haïssait de tous les pores de sa peau. Le salon, c'était pas son truc, hein, si j'ose dire vulgaire. Donc le menuet, après le premier mouvement qui a beaucoup de contenu, le mouvement lent qui est très méditatif, on a besoin d'une détente. En fait, c'est ça. Le menuet est tout simplement une chose assez charmante, qui pouvait être chez Haydn Mozart, qui sont souvent très très belles, mais qui est quand même une détente. C'est une danse. Beethoven va le remplacer par le scherzo. Petite parenthèse, dans tous les bouquins d'histoire de la musique qu'on peut ouvrir sur la forme sonate, on trouvera le scherzo beethovenien. Certes, oui, Beethoven est le grand maître du scherzo, mais il faut savoir que celui qui a promu le scherzo, c'est Haydn, c'est pas Beethoven. Ça, évident. Il y a une œuvre que je pratique beaucoup ces partitions parce qu'elles m'ont servi aussi elles sont d'une clarté tellement incroyable que c'est un peu du gâteau, si je peux dire, quand on fait des cours d'analyse musicale, mais ce sont les quatuors de Haydn. Or, il y a un groupe de 6 quatuors, je le dis rapidement, chez Haydn, qui sont précisément le plus 33, qui s'appelle, toujours c'est en italien, scherzo est un mot italien, hein, d'ailleurs, scherzo en italien, qui veut dire plaisanterie. Scherzare, ça veut dire plaisanterie. Eh bien, Haydn a écrit, à la place des menuets de son opus 33, des 6 quatuors opus 33, à chaque fois ce qu'il appelait un scherzo, c'est-à-dire une plaisanterie musicale, et l'ensemble de ces 6 quatuors s'appelle gli scherzi, c'est-à-dire les scherzos. Donc voilà, et chez Beethoven c'est très important, le scherzo beethovenien prendra une grande importance, il deviendra presque cauchemardesque dans certains cas, cauchemardesque, le mot est franchement exagéré, et enfin il aura un contenu des fois un peu grinçant ou un peu hallucinatoire, si j'ose dire. Dans la sonate opus 106, le scherzo qui veut dire plaisanterie, je sais pas si c'est vraiment une plaisanterie, mais enfin bon bref. Et on a un final qui, je ne reste pas sur le final. Le final est en général un mouvement assez rapide qui conclut et qui entraîne avec lui qui conclut l'œuvre, la sonate. Alors maintenant, autre chose, c'est que cette deuxième moitié du XVIIIe siècle, il y a des tas d'œuvres différentes qu'on écrit. On écrit pour orchestre. Quand on écrit pour orchestre, on écrit une sonate pour orchestre. On ne dit jamais ça, il ne faut pas répéter une sonate pour orchestre, c'est un mot qui n'existe pas.
mais on écrit une œuvre pour orchestre qui est une sonate. Dans la réalité, c'est bien ça, on l'appelle une symphonie. Sachez, si vous ne le savez pas déjà d'ailleurs, qu'une symphonie n'est rien d'autre qu'une sonate pour orchestre. Donc la symphonie, c'est l'orchestre. Autre élément orchestral, c'est le concerto. On connaît bien les concertos de Beethoven, qui auront un grand développement au XIXe siècle, chez Schumann, Brahms, Chopin, Liszt. Le concerto, c'est une œuvre pour instruments solistes et orchestre. Concerto. Beethoven a écrit 5 concertos pour piano et un concerto pour violon, qui est une merveille. 22 ans, tout ce qu'il a écrit dépasse l'entendement. Et chez Beethoven, évidemment, Mozart, un des grands créateurs du concerto, on peut dire que c'est Mozart avec ses 23 concertos pour piano qui sont des chefs-d'œuvre absolus, mais on voit bien la différence entre Mozart et Beethoven. C'est-à-dire que chez Beethoven, d'ailleurs, il retrouve bien le mot latin d'origine, pardon, je cache le mot latin, il y a ici concertare au départ, en latin ça veut dire combat. Combat, chez Beethoven c'est le cas. C'est le combat entre l'orchestre et le soliste. Chez Mozart, c'est tout sauf un combat. C'est au contraire une fusion presque amoureuse, enfin, le terme est un peu bébête, mais entre l'orchestre et le piano. C'est une réponse à un dialogue volubile et permanent. Chez Beethoven, c'est le piano, voilà. Et le concerto est encore une sonate. Voilà. Sauf qu'il n'y a que 3 mouvements, je passe dessus, il n'y a pas de scherzo. Mouvement rapide, mouvement lent, mouvement rapide. C'est tout. Voilà. Et puis on a les sonates proprement dites. La sonate, elle porte bien son nom, c'est la sonate. On a des sonates pour piano, je le redis, Beethoven a écrit 42 sonates pour piano, mais il a écrit des sonates, je crois qu'il y en a 10, des sonates pour piano-violon, des sonates pour piano-violoncelle. Il y en a une absolument formidable en la majeure, peu importe. Voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle la musique de chambre. Alors bon, il y a le trio, par exemple. Le trio, c'est encore une sonate. Tout ça sont des sonates. Ce sont des formes sonates. La forme sonate, c'est imposée partout, finalement. Alors le trio, c'est piano, violon, violoncelle. Il y a une forme qui est très importante. Je ne vois pas le nombre de traits pour le dire. C'est une importance capitale dans l'histoire de la musique. C'est le quatuor à cordes. Le quatuor à cordes, c'est violon 1, violon 2, alto, violoncelle. Les 4 cordes de l'orchestre, et là, individuelles. Le violon 1, je le redis, violon 2, alto, violoncelle. Le quatuor, c'est encore une sonate. C'est une sonate pour quatuor, on dit un quatuor. Etc., etc. J'ai dit le petit, etc. Il y a d'autres formes moins courantes, comme par exemple le quintet avant. Mozart a écrit un très beau quintet avant. Beethoven a écrit un quintet avant. Vous avez 7 instruments avant qui jouent encore une fois une sonate. Voilà. Donc je passe sur tout ça. Alors là, en versant une larme, parce que tout ça, c'était des exemples musicaux. Voilà, ça, alors je verse une deuxième larme, si elle est grosse, parce que je voulais vraiment faire, je retenais ça, et écoutez-le sur Internet, on y accède très facilement. Voilà un compositeur français. Alors non, je vais d'abord dire pourquoi je l'ai proposé, parce que c'est un peu incongru. C'est très loin de Beethoven, ça n'a rien à voir avec Beethoven, je dis pourquoi je voulais montrer ça. C'est que j'ai évoqué rapidement un aspect qui n'est pas celui qui m'intéresse le plus. Loin de là, mais qui existe quand même chez Beethoven, c'est le pittoresque dans la 6e symphonie. Et dans la 6e symphonie, dans la fin, l'extrême fin, dans la coda du mouvement lent, qui est le 2e mouvement, il y a 3 oiseaux qui se font entendre. C'est une imitation de chant d'oiseaux. On entend le rossignol par la flûte seule, bien sûr. On entend en même temps, les trois chants sont liés. On entend la caille qui est faite par le hautbois et le coucou qui est fait par la clarinette. Le coucou, d'ailleurs, je vais vous le chanter. Ça va pas me coûter très cher, il y a 2 notes. Mais c'est intéressant, je fais juste une petite parenthèse sur les chants d'oiseaux. Même dans la langue, en français et dans d'autres langues, le chant d'oiseau c'est un peu émissé dans la langue. Parce que quand on dit, c'est un peu enfantin, quand on dit coucou, c'est en fait l'imitation du coup, je l'ai chanté, ça y est. C'est une tierce mineure descendante. Ce serait sol mi. Coucou, coucou. Et quand on dit coucou, faire coucou, c'est qu'on imite le coucou. Voilà. Et donc chez Beethoven, c'est ça. Il n'y a rien d'autre que ça. Il y a la clarinette qui à la fin fait pom 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 3 fois ou 4 fois, pendant que qu'est-ce que j'ai dit, c'est le hautbois fait la caille fait pom 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 pom. Et puis il y a le rossignol qui est plus volubile. On sait que le rossignol est un symbole du chant, de toute façon, depuis la haute antiquité. Ça, c'est vraiment pas le plus important, mais Beethoven a introduit ce petit élément comme un clin d'œil tout à fait à la fin du mouvement, et ce mouvement est un peu connu aussi pour ça. Et j'ai voulu
signaler, alors ça j'y tiens plus encore, la présence des chants d'oiseaux dans la musique depuis toujours en fait, depuis toujours. Et là il y a un très bel exemple de polyphonie franco-flamande où les chanteurs sont des chanteurs a cappella, chantent un texte sur le chant des oiseaux. Souvent c'est écrit OY, hein, l'oiseau à l'ancienne. Peu importe, si on le tape en français moderne oiseau comme ça on le trouve facilement, mais en tapant OY c'est peut-être plus facile, chant des oiseaux, et on a le passage central. Alors ça chante pas comme des oiseaux, mais si le passage central, ce sont un peu des onomatopées qui imitent les oiseaux. Et ce que je voulais signaler par là, c'est toute une longue tradition, je vais la développer un tout petit peu tout de suite là, une longue tradition du chant d'oiseaux dans la musique. Et chez un peuple tout à fait charmant, qui sont les Français. Les Français ont toujours adoré ça. Peut-être ce sont des gens superficiels. Non, je plaisante. Mais en France, il y a une culture incroyable et c'est extrêmement poétique. C'est souvent très très beau. Franchement, bon, je vais vous montrer ce que j'avais après. C'est Louis-Claude Daquin. Louis-Claude Daquin est un compositeur de la première moitié du XVIIIe siècle contemporain de Couperin. C'est ce qu'on appelle un petit maître par rapport à Couperin, qui a été cet immense compositeur. Mais Daquin a écrit des pièces absolument magnifiques pour clavecin. Et il y a une pièce qui s'appelle Le Coucou. Eh bien, c'est une pièce très développée avec les doigts qui courent dans tous les sens. Mais on entend dans toute cette petite polyphonie et ce fourmillement de notes, on entend pom, 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 etc. Voilà. Donc le coucou, je voulais montrer quelques exemples de la tradition des oiseaux. J'avais prévu, voilà, j'aurais dû le montrer. Voilà le passage de la fin du mouvement. On voit l'artigal en allemand, donc c'est le rossignol. On voit bien l'accélération d'ailleurs du battement des deux notes sol fa, sol fa, ta 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 ta. C'est un tri, il y a le tri, PR avec le petit zigzag et puis la petite terminaison du tri, mi décart fa. Pendant ce temps-là, la caille fait papa. Ici, avec des valeurs très brèves. Le Bartel, c'est la caille. Et puis le fameux coucou. Et c'est clarinette. On voit bien la partition d'orchestre. Hein. Flûte, là-haut, hautbois, clarinette. Voilà. Je voulais montrer un peu cette tradition de l'oiseau chez Beethoven. Alors, il y a une autre chose. Alors là, je n'avais pas inclus, donc je suis pas frustré. J'aurais voulu le faire, mais je pensais que ça aurait été trop long. Alors, je le dis comme ça. Ça va, mon micro, ça fait longtemps que je m'y loin, mais ça va quand même. Il y a dans le pittoresque, puisque j'évoquais le pittoresque, encore une fois, une chose secondaire par rapport au contenu émotif qui va bien au-delà du pittoresque. Mais il y a deux éléments pittoresques dans la symphonie, dans la 6e symphonie, donc symphonie pastorale. Il y a les oiseaux, l'évocation des oiseaux, mais il y a aussi le fameux, très connu, orage. Un orage. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'orchestre se met à rugir. Un peu comme ça me fait penser à ça, je donne cette référence, notez-la comme ça, enfin, mentalement. Quand je dis rugir et craquer de tous les côtés. Le terme craquer de tous les côtés m'a toujours été parlant, parce que cet orchestre, c'est très impressionnant de voir l'orchestre symphonique quand on est là, quand on le voit. Vous avez devant, vous avez les violons. Là, à gauche, vous avez les violoncelles, et puis tout à fait à droite, vous avez les contrebasses. Quand tout ce monde-là est déchaîné, quand il y a des fortissimo, des très très rapides, on a l'impression d'être sur une immense coque de bateau qui craque de tous les côtés. Quand on voit tous ces archets c'est très impressionnant, sur les archets, sur les violoncelles. On se demande si ça va tenir longtemps, cette histoire. Bon, enfin, c'est très très, et dans l'orage, chez Beethoven, c'est ça. Je ferai un petit commentaire complémentaire. Mais l'œuvre à laquelle je faisais allusion, où on a ça, on a tout l'orchestre qui craque de tous les côtés. C'est le tout début, le premier acte de la Valkyrie de Richard Wagner. C'est-à-dire qui figure un orage aussi, où le héros Siegmund est dans la nuit et dans la tempête, et il marche contre les éléments déchaînés, et tout l'orchestre rugit. Il ne chante pas, il n'y a pas de chant, mais c'est tout le prélude de la Valkyrie, qui est, comme vous le savez, le deuxième opéra de la fameuse tétralogie de Wagner. Mais revenons à Beethoven. Beethoven a écrit aussi, je le dis, là, encore une fois, on n'entendra pas. Il y a un moment dans l'orage, encore une fois, ça ce sont les aspects pittoresques, mais ils existent. Il écrit, par exemple, d'ailleurs, à l'époque, les musiciens faisaient un peu la tête, quand même. Il y a eu quand même quelques petits, enfin, ça arrive toujours, hein, c'est pas nouveau, c'est pas spécial à Beethoven. Beethoven a eu pas mal de ce genre de petits problèmes. Des musiciens qui disaient, oh là là, c'est injouable, cette histoire, hein. Franchement, alors bon,
Et un jour, Beethoven, c'est une phrase qui est restée un peu connue dans l'histoire, c'était un quatuor à cordes. Les derniers quatuors sont très difficiles à jouer, et à l'époque, ils l'étaient plus parce que la technique instrumentale a évolué. Par exemple, petite parenthèse, les œuvres de virtuosité, de grande virtuosité violonistique qu'on a chez Paganini, par exemple, dans les années milieu du 19e siècle. À l'époque, personne ne pouvait les jouer, il n'y a que lui qui pouvait les jouer, c'était injouable. Aujourd'hui, dans les concours d'entrée du conservatoire, vous avez du Paganini. C'est-à-dire qu'il y a des techniques d'instruments qui ont aussi évolué, des choses qu'on ne faisait pas, des techniques de doigts, par exemple, qu'on ne faisait pas. Par exemple, à l'orgue, je donne un petit exemple, mais c'est intéressant parce que la musique, c'est aussi ces aspects extrêmement pratiques et humains, les limites humaines d'exécution. Par exemple, au XVIIIe siècle, à l'orgue et clavecin, on ne passait pas le pouce, comme on dit, passer le pouce. Passer le pouce, c'est, comme vous le savez, c'est le doigt opposé aux quatre autres. Alors, quand on joue des notes qui se suivent avec ces doigts-là, on peut monter toutes les notes, en passe un pouce, je joue avec les doigts et je passe le pouce en dessous. Ça me permet de passer. Je me fais comprendre. On appelle ça le passage du pouce dans la technique du clavier. Eh bien, par exemple, au début du XVIIIe siècle, on ne passait pas le pouce. Alors, la musique ne requérait pas la nécessité, elle n'était pas très rapide dans les gammes. Mais par exemple, Jean-Sébastien Bach, il semblerait, je ne suis pas sûr, enfin, on le dit dans les gens très autorisés qui écrivent des ouvrages de technique musicale le disent, c'est que ça doit être vrai, qu'il a inauguré le passage du pouce. Mais simplement, on ne le voyait pas quand il était à la tribune d'or, personne ne le voyait, donc on entendait tout d'un coup des choses qui allaient très très vite dans les gammes, mais comment il fait tout ça? Bon, alors c'était tout simple, il passait le pouce, hein, vous me direz. Alors, le tout est, la technique instrumentale évolue aussi. Alors, Beethoven, à certains moments, certains compositeurs, c'est très courant dans l'histoire de la musique, mais Beethoven est un exemple très significatif. Du fait de la nécessité expressive, demande des choses aux instruments nouvelles un peu. Et les instrumentistes qui n'ont pas l'habitude, ils sont pas très contents. Et un jour, lors d'un quatuor, c'est un peu connu dans les relations qu'on a faites, il n'était pas commode. Les instrumentistes, les cordes lui ont dit, on peut pas jouer ça. Il a tout envoyé balader en disant, qu'est-ce que j'en ai à faire de vos crin-crin? Vous avez entendu, vous vous débrouillez, j'écris, vous vous débrouillez, vous jouez. Enfin, il y a des musiciens pas commodes, hein. Je connais. Par exemple, Handel, bon, ça c'est la minute de détente. Handel, c'était pareil dans un autre genre. Handel était une force de la nature. Il était quelqu'un qui aimait énormément l'écriture vocale virtuose. Il n'a pas fait que ça, il a fait des choses, mais dans ses opéras à l'italienne, il aimait développer des choses qui étaient difficiles à chanter. De toute évidence, difficiles à chanter. Et un jour, on raconte, c'est peut-être pas vrai, mais en tout cas, comme toutes les légendes, elles ont une part de vrai, qu'une des chanteuses, voyant la partition, lui a dit, je ne chanterai jamais ça. Il n'est pas question que je chante ça. Et il semblerait, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il l'a pris physiquement, et qu'il l'a mis à la fenêtre, comme ça, en lui disant, si tu chantes pas ce soir, je te lâche. Mais à l'époque, bon, je sais pas. J'étais pas. C'est vrai? Donc il y a les limites instrumentales. Et par exemple, dans l'orage, Beethoven écrit des choses qui étaient très difficiles à l'époque à jouer. Il écrit des quintolets rapides dans le grave pour les contrebasses. Alors quand on étudie l'orchestration, par exemple, ça c'est un travail un peu monstre d'ailleurs. On passe beaucoup de temps, voire, enfin peut-être pas des années, parce qu'il n'y a pas non plus grand-chose à savoir que ça sur la technique instrumentale, mais on apprend quand on veut écrire pour l'orchestre, on n'écrit pas n'importe quoi, on n'écrit pas la même chose pour un violon et pour une flûte. Un violon et une flûte, ça marche pas pareil. Donc il y a des choses que la flûte fait très facilement. Par exemple, les notes répétées pour la trompette, c'est très facile, ils ont l'habitude. Ça leur pose aucun problème. Bon, par exemple, pour un piano, c'est déjà pas pareil. Enfin, on le fait très facilement, mais c'est autre chose. Eh bien, quand on étudie l'orchestration, on étudie la technique des instruments. On peut pas écrire, encore une fois, la même chose pour l'un pour l'autre. On va écrire des quintolets dans le grave à toute vitesse pour des contrebasses, ça va pas. Et donc, il a écrit, par exemple, c'est très intéressant, je trouve ça vraiment très intéressant, un passage de l'orage. Par exemple, un élève d'écriture très intéressant lui dira, mais mon pauvre ami, va retravailler ton écriture, on n'écrit pas la musique comme ça. Et ben justement, c'est presque un exemple de laideur musicale, c'est très intéressant. La laideur musicale, ça existe, ça a quelque chose dans le grave, de gras, d'épais, de lourd, de confus. A priori, on ne cherche pas le grave, l'épais, le lourd, le confus. Eh bien, il y a des passages de l'orage qui sont lourds et confus. C'est-à-dire que les violoncelles jouent dans le grave
des groupes de 4 doubles croches, et les contrebasses jouent des quintolets, c'est-à-dire 5. C'est vrai que ça fait un brouillage complet, c'est un raffut du diable, c'est le cas de le dire, c'est pas normal. Petit complément par rapport à ce que j'ai dit avant, je parlais de la tradition des oiseaux dans la musique, et je parlais de la musique française. Décidément, les Français sont beaucoup présents dans l'histoire de la musique, malgré tout ce qu'on a pu en dire. Il y avait une tradition en France très très forte, alors vraiment très très forte. Il y a beaucoup d'exemples. Des orages. Les orages, il y a beaucoup d'orages dans l'histoire de la musique française. Et un des amateurs d'orages, je me demande s'il n'y en a pas dans tous ces opéras, c'est Lully, le, entre guillemets, créateur, oui on peut le dire, n'ayons pas peur des mots, créateur de l'opéra français, qui était à l'italien, c'était à Florentin d'origine, mais il avait pris toute sa place à la cour du roi Louis XIV, au point d'être devenu le surintendant de la musique. Il était devenu intouchable, et il était, semble-t-il, un peu tyrannique dans ses fonctions. Un peu comme un ministre, c'était un peu un ministre de la musique, donc il nommait un tel, et il n'était pas vraiment commode, et il a écrit beaucoup d'opéras, Armide, les opéras sont très nombreux, voilà, il y a souvent une scène d'orage, c'était un peu une scène, comme on disait à l'époque, obligée, on attendait la scène d'orage, comme on attendait la scène de sommeil, par exemple. Il y avait les sommeils, chez Lully on parle beaucoup des sommeils, la scène d'orage. Il y a des orages dans la tradition lulliste, par exemple, dans l'opéra du XVIIIe siècle, puisque Lully, c'est à la cour de Louis XIV, seconde moitié du XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, chez Jean-Philippe Rameau, il y a des orages. Dans Dardanus, il y a l'opéra Dardanus, il y a un orage, dans les Ânes galantes, il y a un orage. Alors, c'est pour dire que écrire l'orage n'est pas original chez Beethoven, c'est pas ça. Enfin, sinon, qu'il y a une originalité d'écriture avec cet orchestre. Voilà. Bon, alors je passe. Voilà un petit exemple. Bon, c'est un peu frustrant de montrer simplement un titre. Il y avait une très belle pièce que j'aimais énormément de Jean-Philippe Rameau qui s'appelle La Poule, qui était pour clavecin. Là, je proposais une version pour piano magnifique, absolument magnifique. La Poule, ça imite la poule. Alors, c'est comme ça chez les Français. Ça, c'est les Français. C'est une caractéristique de l'art français. C'est de partir de rien, de partir de choses insignifiantes. Être un compositeur et imiter une poule sur un clavier, c'est franchement pas très... C'est incroyable, même. Enfin, bon, voilà, c'est très français, ça. C'est-à-dire que Rameau, et c'est le cas chez Rameau, écrit une pièce qui imite le cri de la poule, ça fait ça. Eh bien, à partir d'une chose aussi ridicule, quasiment, il en fait une pièce sublime. Voilà. Ça, c'est typiquement français, ça sera le cas dans toute la musique française. Ça sera le cas chez Maurice Ravel. Ravel sera comme ça, va écrire les choses les plus insignifiantes au départ et va en faire des chefs-d'œuvre d'émotion. Je pense par exemple à Mamerlois, au conte de Mamerlois, l'Aidranette, impératrice des pagodes. Enfin, c'est le sujet le plus pas banal, c'est pas banal, mais enfin le plus insignifiant qui soit. L'Aidranette, c'est un conte de Madame d'Aulnoy. Il a été chercher des choses que personne ne connaît. Évidemment, Madame d'Aulnoy, c'est une des représentantes au XVIIe siècle français du conte français comme Perrault. Perrault est très connu, Madame d'Aulnoy n'est pas très connue. Il a illustré des contes de Madame d'Aulnoy. L'Aidronette, c'est un petit personnage féminin qui rentre dans une coquille de noix. Et voilà, enfin, vous voyez, des choses à dormir debout. Et ça commence par une petite musique aussi. La musique aussi est insignifiante. C'est une petite l'Aidronette, impératrice des pagodes, ça évoque la Chine. Donc il y a une petite musique chinoise, faussement chinoise. Donc tout ça est très banal, et puis la musique évolue, puis tout d'un coup on arrive à des choses absolument sublimes, vraiment extrêmement émouvantes, extrêmement profondes. Ça, c'est l'art français. Un Allemand n'écrit pas ça, franchement. Non mais je dis, non, j'ai pas dit tout ça. C'est bon? Oui. Voilà, d'accord. Bon j'espère vous avoir un peu apporté quelques éléments d'éclairage. J'aurais voulu faire beaucoup plus encore, mais enfin bon, voilà. En tout cas, j'ai situé mes taux. Est-ce que vous avez des questions? Je suis prêt, évidemment.